C'est la théorie générale qui considère brièvement la justice transitionnelle comme un ensemble de mécanismes mis en place pour faire face aux affres de la guerre. Certains disent justice transitionnelle, c'est une justice de transition. C'est une justice post-conflit, après les conflits. Mais, comme je l'ai dit, c'est l'ensemble des mécanismes qui sont mis en place pour faire face aux affres de la guerre, aux atrocités de la guerre. Maintenant, le contexte du Congo. Chers amis, depuis 30 ans, nous vivons au Congo un drame particulier avec des conséquences incroyables de 10 millions de morts, avec les guerres, répétitions, de nombreuses personnes déplacées de guerre, 7 millions ou 10 millions de personnes en déplacement aussi. Et nous avons parlé de mines tout à l'heure. C'est quoi ces mines? Qu'est-ce que ces mines nous apportent? À la place de nous apporter le bonheur, comme cela a été évoqué par les techniciens tout à l'heure, sont malheureusement la cause de tous les affrontements que nous connaissons au pays. Finalement, le peuple congolais, qu'est-ce qu'il en tire? C'est la mort, la victimité. Parce que finalement, ce qui s'est fait, ce qui se déroule dans ces espaces-là, surtout de l'Est de la RDC, c'est du mining terrorisme. C'est le terrorisme minier. Tous les groupes armés, plus de 120, depuis 30 ans, sévissent au Congo. Donc, c'est malheureux de constater que de tous les mythes qu'on a inventés ce matin, le peuple congolais n'en tire que la victimité, 10 millions de morts et 7 millions de personnes déplacées de guerre. Cet aspect aurait dû nous préoccuper particulièrement, plutôt que de ne voir à travers les mines que le développement, comme cela a été évoqué, mais s'arrêter pour constater que de cette richesse minière-là, nous en tirons quoi directement? C'est le fruit de l'exportation ou bien les conséquences du traumatisme national? Parce que 17 millions de personnes directement affectées pour une population d'environ 100 millions d'habitants, c'est à peu près 20% de la population traumatisée chaque fois par la guerre. Et cette guerre, depuis 30 ans, a commencé en 1998, et puis 2002, et tout récemment, et là, on y est. Maintenant, comment faire face à tous les dégâts occasionnés par les conflits armés, ce déchirement de la société congolaise, comment faire en sorte que nous reprenions la vie normale? Pour reprendre la vie normale, il est bon de recourir au mécanisme dit de justice transitionnelle. Alors, quels sont les principes de la justice transitionnelle? La justice transitionnelle met en place 4 mécanismes. Le premier mécanisme, c'est la recherche de la vérité. C'est-à-dire, le peuple traumatisé a le droit de savoir pourquoi cela lui est arrivé. C'est cela le premier pilier de la justice transitionnelle, c'est la recherche de la vérité. Le deuxième pilier de la justice transitionnelle, ce sont les poursuites judiciaires. C'est que pour que les gens se réconcilient, après avoir connu la vérité, il est important que les crimes graves qui ont été commis donnent lieu à la poursuite de leurs auteurs. Il faut poursuivre les personnes qui ont commis des crimes pour que la société retrouve sa stabilité. Troisième pilier, c'est la réparation. Il est important d'apporter une réparation aux victimes de la guerre. Réparation de tout genre, individuelle et collective. Le principe, c'est réparer, accorder réparation, restaurer les victimes. Et le
quatrième et dernier pilier, ce sont les garanties de non-répétition. Ça signifie quelles sont les réformes que l'État doit mettre en place pour que la guerre ne revienne plus, pour que la guerre ne se répète plus. Donc ces quatre piliers-là forment ce que nous avons appelé la justice transitionnelle, la justice de transition entre une période de conflit et une période de stabilité. Maintenant, de ces quatre piliers, pour sortir d'une crise, un État peut choisir un pilier. On va appeler ça justice transitionnelle monolithique. Juste un pilier. La Colombie, par exemple, a juste réparé les victimes, mais n'a pas organisé les poursuites. C'est une justice transitionnelle monolithique. Mais la justice transitionnelle peut être aussi sélective. C'est-à-dire, des quatre piliers, elle prend deux piliers ou trois piliers. C'est-à-dire la vérité, la réparation des victimes, et pourquoi pas peut-être les poursuites judiciaires. Là, c'est la justice transitionnelle dite sélective. Enfin, la justice transitionnelle peut avoir une approche holistique, c'est-à-dire globale. C'est-à-dire lorsque l'État recourt systématiquement aux quatre piliers. La vérité, la réparation, ou plutôt la vérité, les poursuites judiciaires, la réparation et les garanties de non-répétition. Ça, c'est au niveau des principes de la justice transitionnelle pour le cas de la République démocratique du Congo. Comment les mécanismes de justice transitionnelle aujourd'hui peuvent nous permettre de sortir de la crise et de retrouver la stabilité? Je rappelle chaque fois que cette crise que nous connaissons a quand même une origine minière. On a parlé des enjeux des miniers. Je relevais que les mines du Congo, au lieu d'apporter le bonheur congolais, ces mines nous ont exposés à des guerres, à des conflits armés pour lesquels aujourd'hui la société est tiraillée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'au-delà de toutes les propositions politiques qui sont faites ici et là-bas, il est important, que les Congolais connaissent la vérité, parce que nous proposons une formule holistique. Il faut que les Congolais connaissent la vérité. Comment connaître la vérité? Par le passé, on avait tenté 2003-2006 de créer une commission vérité et réconciliation, qui avait foiré. Mais il est important de revenir aujourd'hui sur la création d'une commission vérité et réconciliation. Il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, le gouvernement avait mis en place un comité scientifique que j'ai eu l'honneur de présider pour élaborer une politique nationale de justice transitionnelle. Nous l'avons élaborée et nous avons remis les documents au gouvernement. Dans ce projet, comment avons-nous présenté les 4 piliers? Pour le pilier vérité, nous avons proposé la création d'une commission vérité nationale et des commissions vérité provinciales. Donc la décentralisation de la commission vérité et réconciliation. L'idée, c'est d'approcher les institutions recherchant la vérité, de les approcher aux victimes. C'est pourquoi, par exemple, il y a une commission vérité et réconciliation qui est opérationnelle au Kassai central, à Kananga, pour élucider le phénomène Kamina Nsabou. Donc, il faut que les Congolais, aujourd'hui, aient l'occasion d'avoir une commission vérité et réconciliation où les bourreaux et les victimes vont se rencontrer pour que les victimes pardonnent, accordent le pardon. Parce que pour que la justice transitionnelle aboutisse à la réconciliation, pour que les Congolais se réconcilient, il faut qu'ils connaissent la vérité. Pourquoi tant de morts? Pourquoi? Pourquoi il y a eu tout ça? Le droit à la vérité. Deuxièmement, les poursuites judiciaires. Dans la politique nationale de justice transitionnelle,
nous avons suggéré d'abord la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Normalement, si on créait un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, tous les auteurs seraient poursuivis. Parce qu'un tribunal pénal international est fondé sur le principe de la qualité officielle. Ça signifie qu'il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas de privilège, et ce tribunal international aurait la latitude de nettoyer l'espace congolais de tous les auteurs de crimes. Mais comme, malgré toutes les tentatives, ce tribunal n'a pas été créé pour la RDC, bon, on suppose que le Conseil sécurité... Le mois prochain, il y a le procureur pénal, le Cour pénal international qui a annoncé déjà la création de le tribunal pénal spécial pour le Congo. Non, c'est pas pareil. Oh. Le tribunal pénal spécial international pour la République démocratique du Congo devrait être une création du Conseil de sécurité, à l'instar du tribunal pénal international pour le Rwanda, pour l'ex-Yougoslavie. Donc un tribunal créé par le Conseil de sécurité. Ce tribunal n'est pas encore accordé, n'est pas encore créé pour la RDC. On pense en raison de l'implication des multinationales et des États forts du monde qui pourraient opposer le veto au Conseil de sécurité pour la création d'un tel tribunal parce qu'il va faire vraiment le nettoyage de tout l'espace congolais. Faute d'avoir le tribunal pénal international, nous avons d'abord les juridictions internes. Sur le plan interne, nous avons les lois congolaises. La loi de 2013 qui a rendu compétente la Cour d'appel pour pouvoir poursuivre ces crimes-là, et puis les juridictions militaires aussi. Et nous revenons sur le plan international, nous avons la Cour pénale internationale qui malheureusement, depuis son institution, n'a pu élucider que 6 cas pratiquement pour la République démocratique du Congo. Le cas de Thomas Tanga, Jean-Pierre Mbemba, Mathieu Boujolo, Jean-Pierre Mbemba, Rumashimana et puis Mudakumura et Bosco Tanga. Ce sont des cas qui ont été élucidés sur les nombreux crimes qui ont été commis à la République démocratique du Congo. D'ailleurs, la Cour, quand elle a poursuivi en 2004-2005, on avait pensé que c'était dissuasif, il n'y aurait plus de crimes. Mais après 2013-2014, jusqu'aujourd'hui, il y a eu les M23, les crimes se perpètrent toujours. Et le procureur de la Cour pénale internationale, effectivement, a été à Kinshasa il y a quelques semaines, deux semaines. Il a annoncé l'ouverture de certaines enquêtes. On va bien voir, mais le procureur a ajouté de manière supplémentaire qu'il reviendrait pour une conférence le mois prochain. Création d'un tribunal spécial pour une cour pénale spéciale pour la RDC. Genre centrafricaine, pour nous, nous pensons que la cour pénale spéciale pour la République démocratique du Congo devrait poursuivre les crimes du rapport Mapping. Parce que les crimes du rapport Mapping ne peuvent pas être poursuivis par la Cour pénale internationale et être compétence en raison de sa compétence temporaire. Parce que elle, la Cour pénale ne peut poursuivre que les crimes qui sont commis à partir du 1er juillet 2002. Alors que les crimes du rapport Mapping partent de 1993 jusqu'en 2003. Donc, ce qui fait que ça crée un fossé d'impunité de ces crimes-là jusque-là. Les 617 cas qui ont été documentés par les Nations Unies ne peuvent pas être poursuivis. Ça aurait pu l'être facilement le tribunal pénal international créé par le Conseil de sécurité. Alors nous avons pensé que ce serait bon de créer un tribunal, une cour pénale spéciale pour élucider les crimes du rapport Mapping. Le procureur de la Cour pénale pense qu'on pourrait étendre cette compétence pour les crimes actuels.
Et ça, c'est une question à voir. De toute manière, ce qui est vrai, c'est que de tous les crimes internationaux qui sont commis au Congo, les tribunaux et les juridictions peinent à les poursuivre. 6 cas pour la Cour pénale internationale, quelques cas poursuivis par les juridictions militaires ne concernant pas des hautes personnalités. La conséquence, c'est que le volet poursuite judiciaire en RDC est mitigé. Troisième pilier, la réparation. Effectivement, sachant la réparation, depuis 2022, le président de la République a initié une loi créant le Fonds national des réparations des victimes, le FONAREV. Et donc le FONAREV est une institution qui a commencé à prendre en charge les victimes des violences sexuelles, liées aux conflits armés, et les victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, c'est-à-dire les 4 grands crimes, le génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre et le crime d'agression. Donc, du côté réparation, quelque chose a commencé à être fait. Le 4e pilier, ce sont les garanties de non-répétition. Pour que la guerre ne se répète pas, il appartient à l'État de mettre en place des réformes importantes qui puissent garantir la non-répétition. Ces réformes, c'est la réforme de l'armée, c'est la réforme de la police, c'est la réforme des services de sécurité. La réforme de l'armée, il y a une loi de programmation de l'armée, la réforme de la police est en cours, je pense qu'il en est aussi de la réforme des services de sécurité. Mais en plus de ça, il y a le programme DDR, démobilisation, désarmement, réinsertion. Bon, ce programme, c'est le mixage. Certains pensent que le mixage, c'est pas très bon parce que ça prend des éléments un peu ils les mettent à l'armée, après, l'armée est infiltrée, après. Mais le programme, c'est le DDR. Le programme de démobilisation, désarmement, réinsertion, ou mieux, insertion communautaire. Mais il faut noter aussi que parmi les mesures à prendre pour que la guerre ne se répète pas, c'est le vetting. Le vetting est une pratique selon laquelle, avant de confier de hautes charges à quelqu'un, il faut que celui qui nomme le président de la République ou le premier ministre ou le ministre, avant de nommer quelqu'un, doit regarder si la personne n'a pas été impliquée par les crimes. Si la personne est impliquée par les crimes, on ne la nomme pas. On ne le nomme pas, ou ne la nomme pas à la personne. Alors cette technique-là s'appelle le vetting. Le vetting, il est préconisé dans la politique, le projet de politique nationale de justice transitionnelle pour que la guerre ne puisse pas se répéter. Donc en conclusion, pour nous, après ce grand conflit que nous venons de connaître, le tissu social est déchiré, il faut une réconciliation. Mais il n'y a pas de réconciliation quand les gens ne connaissent pas la vérité. Il n'y a pas de paix sans réconciliation nationale. Il n'y a pas de réconciliation nationale sans vérité. Il n'y a pas de vérité sans pardon. Il n'y a pas de pardon sans réparation. Et donc, cette formule-là fait qu'il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans réconciliation, il n'y a pas de réconciliation sans pardon et sans vérité. Nous pensons que dans les jours qui viennent, parmi les solutions à la crise congolaise, le recours aux mécanismes de justice transitionnelle pourront paraître comme
une voie de sortie, une panacée par laquelle le Congo pourra sortir de sa crise particulière. Je n'ai pas mentionné le recours à la politique de la lutte contre la corruption aussi, comme une sorte d'appendice de la politique nationale de justice traditionnelle. Vous savez bien que, s'agissant de la corruption, nous sommes aujourd'hui sur les 184 pays du monde. Nous sommes, je crois, 168e, nous sommes en tout cas 12e ou 13e pays le plus corrompu du monde. Et j'aimerais m'arrêter là en respirant. Parce que nous sommes fiers de nous promener et de parler, mais nous sommes quand même le 12e, le 13e pays le plus corrompu du monde. Et c'est important de l'avoir en esprit pour comprendre que nous sommes aussi mal situés et en termes d'organisation interne, pour la justice transitionnelle, nous devons tenir compte de cet aspect-là. L'aspect pourquoi nous sommes si corrompus, ça n'a pas commencé hier, c'est depuis longtemps que nous sommes ainsi, parce que dans le classement de Transparency International, si vous prenez les 10 ans passés, nous sommes en 2025, vous revenez en 2015, vous verrez que notre place n'est toujours pas bonne en matière de lutte contre la corruption. Donc c'est à la solution de tous ces aspects-là que nous concluons en disant que la panacée pour sortir de notre situation aujourd'hui au Congo, c'est 2 axes. C'est le recours à la justice transitionnelle et la politique de lutte effrénée contre la corruption. C'est avec ces 2 politiques que nous pensons pouvoir sortir notre pays de cette situation difficile à laquelle elle se trouve. Je vous remercie. Merci. J'aimerais juste rebondir sur le permettez. Le droit est